Bien le bonjour, inconnu d'internet. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc qui n'est pas forcément très grave, mais un truc qui m'atteint quand même. Aujourd'hui, je vais parler de l'apnée du sommeil. Voilà. Parce que j'ai ça, et parce qu'il y a seulement mes amis proches qui le savent. Mais c'est une maladie invisible, et comme beaucoup de maladies invisibles, on a tendance à oublier que la personne atteinte en est atteinte. J'aimerais juste parler de genre mon expérience et tout, parce que je connais pas beaucoup de gens de mon âge, voire pas du tout, qui ont ce problème-là. Et j'ai pas envie de dire que je me sens un peu seule, mais je me suis dit pourquoi pas partager cette expérience-là. J'aimerais commencer par une petite chronologie, une petite explication. C'est-à-dire comment j'en suis arrivée là, quoi. Et j'aimerais commencer par dire que j'étais atteinte d'épilepsie totale. Donc c'est-à-dire que l'épilepsie partielle et il y a l'épilepsie totale. C'est-à-dire la partielle, tu vas faire, enfin si j'ai bien compris, tu vas faire seulement des crises qui durent que quelques secondes. Donc tu fais juste ça et ensuite tu te réveilles, mais ça fatigue beaucoup et la personne ne comprend, vu que c'est tellement court, la personne ne comprend pas forcément d'où vient les effets qui suivent. Après, parce que les crises d'épilepsie ont des conséquences. Et il y a les épilepsies totales, donc ça, moi j'en étais atteinte, qui font que tu coupes complètement pendant plusieurs minutes. Et ensuite, il y a besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer une crise, parce que vu que le cerveau disjoncte, il a besoin ensuite de beaucoup de sommeil pour récupérer de l'énergie. Et donc moi j'avais ça, j'ai fait 3 crises, et ensuite j'ai pris des médicaments assez forts, et je n'ai plus eu de crise. Et j'ai arrêté les médicaments assez brutalement. Ouais, c'était des médicaments qui étaient quand même assez forts pour ma constitution d'enfant à l'époque, et que j'ai pris pendant plusieurs années. Et quand j'étais à l'école primaire, il y avait parfois ma mère qui devait me chercher à l'école parce que j'étais trop fatiguée. En fait, j'avais besoin de dormir l'après-midi beaucoup, et la nuit aussi. Et ça, j'avais en particulier une prof, une maîtresse entre guillemets, qui ne le comprenait pas très bien. Et donc voilà, ça a continué comme ça. Donc pendant toute mon enfance, j'ai eu besoin de beaucoup dormir, beaucoup de sommeil, des siestes, machin. Et donc j'arrive au collège, et je me souviens d'une discussion que j'ai eue en 4e avec la mère d'une amie. Et je me souviens de lui avoir dit, peu importe le nombre d'heures que je dors, j'arrive pas à récupérer de l'énergie. Et elle m'a conseillé des trucs, comme n'importe qui ferait, tu vois. Et je me suis dit, je vais essayer d'appliquer ça, mais ça n'a pas marché, bien évidemment. Un truc qui s'est beaucoup aggravé quand je suis arrivée au lycée, cet effet de peu importe combien d'heures je dors, je suis toujours fatiguée, ça s'est énormément aggravé. Et je me disais, mais en fait, même si je dors 12 heures, je suis fatiguée. Si je dors 3 heures, je suis fatiguée. Donc pourquoi je ferais l'effort de dormir beaucoup ? Et je me souviens que pendant le confinement, je me levais à 6h30, 6h40 pour aller au lycée. Et parfois, je m'endormais à genre 3h30 du matin, parce que je me disais, en fait, peu importe. De toute façon, je serai fatiguée demain. Enfin, aujourd'hui, du coup. Donc pourquoi dormir beaucoup ? Ça n'a pas de sens. En plus, en seconde, vu qu'il y avait le confinement, on était un jour sur 2 au lycée. Donc je pouvais me le permettre, entre guillemets, parce que de toute façon, si je faisais ça le jour suivant, j'avais repos, quoi. Sauf si j'avais visio ou quoi, mais bref. Et donc ça, c'est un problème qui s'est beaucoup aggravé quand j'étais en seconde. Ça s'est poursuivi en première, où je restais éveillée à des heures pas possibles, où je faisais même parfois des nuits blanches. J'allais au lycée en ayant fait une nuit blanche. Très mauvais, hein. Pas recommandé. C'est pas très agréable. C'est pas tellement agréable pour la journée où tu vas, mais c'est surtout pas agréable le lendemain. Parce que, je sais pas, ça doit être une sorte de bombe à retardement, comme ça te sweep comme ça le surlendemain, c'est terrible. Et il y a eu un déclencheur pendant cette année de terminale. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au rythme de la terminale, qui était quand même très intense, qui demandait beaucoup d'efforts, parce que vu qu'on avait le bac de spé en mars, ce qui est la partie la plus importante du bac en fait, on n'avait pas le temps de niaiser, tu vois. Le bac n'a pas été retardé, il a fallu carburer, vraiment, j'ai eu énormément de travail. Et j'ai eu une période d'adaptation entre septembre et octobre où j'ai eu vraiment du mal à me remettre dans le bain, en fait. Et je sais pas si ça a provoqué quelque chose, mais je sais que en octobre 2022, depuis octobre 2022, j'ai commencé à développer des problèmes, notamment de réveil pendant la nuit. Je n'avais
jamais eu ce genre de problème avant. C'est-à-dire qu'il il y a parfois plusieurs nuits consécutives où je me réveillais à genre 3h, 3h30, 4h, 4h30, 5h30 du matin, une ou deux fois. Et donc j'ai dit ça à ma mère, je lui ai dit ouais maman, j'ai un petit problème là en ce moment, je me réveille la nuit et je me suis rendu compte qu'en fait ces réveils nocturnes, ils me fatiguaient énormément. Ils avaient beaucoup de conséquences pendant la journée qui suivait. C'est-à-dire qu'une nuit sans réveil nocturne, la journée d'après allait mieux qu'une nuit avec un ou plusieurs réveils nocturnes. Et donc je dis ça à ma mère, elle me dit c'est bizarre, ok, on va prendre rendez-vous. Et en même temps, je lui parle de ce problème de peu importe le nombre d'heures que je dors, eh bien je ne récupère pas d'énergie. Et là elle me dit Diane, c'est pas normal. Pour moi, c'était absolument normal, tu vois, tu dors et tu te réveilles et t'as pas récupéré toute ton énergie. Pour moi, c'était absolument normal. C'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, je m'en doutais un petit peu, c'était pas normal, mais en même temps, moi, c'est une réalité que j'ai adoptée comme ça et que je me dis, c'est forcément les autres gens, tu vois, ils sont aussi fatigués, au moins un peu fatigués quand ils se lèvent, tu vois, peu importe le nombre d'heures qu'ils ont dormi. Non, pas forcément. Et donc, moi, je fais ok. Et là, s'ensuit beaucoup de rendez-vous médicaux. J'allais voir un neurologue. Je suis allée à l'hôpital aussi pour faire des tests, apnée du sommeil, narcolepsie. Parce que le neurologue pensait que je faisais de la narcolepsie, mais une forme moins élevée de narcolepsie. Je suis allée aussi pour les éveils que je faisais pendant la nuit, blablabla. Et donc ça, c'était en janvier 2023. J'ai passé 2 nuits à l'hôpital. C'était pas super agréable. Si je retrouve une photo, je la mets là, mais pas le meilleur moment de ma vie, tu vois. Je suis aussi allée voir un ORL sur recommandation du neurologue. Et l'ORL m'a dit je vois pas genre un truc qui sort de l'ordinaire, sauf, et là petite explication scientifique, sauf ton épiglotte qui semble très proche de ta trachée. Donc, qu'est-ce que je raconte là? En fait, l'épiglotte, c'est la petite trappe qui fait que, genre, tu avales ou tu respires. Parce que nous, les humains, on a ça dans notre système. Mais en gros, l'épiglotte, c'est cette trappe qui fait ça. Et qui est plus ou moins contre la trachée. Et l'ORL m'a dit, le seul truc que je vois dans ta gorge, c'est que ton épiglotte, au lieu d'être là, il est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air ne passe pas bien. Bon. Quel est le rapport avec mes problèmes de fatigue, me direz-vous? Fast forward in time, on revient voir le neurologue et, bien sûr, je tiens à préciser que j'avais toujours ces problèmes de dormir à des heures pas possibles parce que je me disais de toute façon j'aurais pas d'énergie demain, donc pourquoi me coucher à des heures raisonnables? Et il a fallu que je remplisse, avant ce rendez-vous, une petite feuille où je mettais, je crois, des petites hachures à chaque moment que je dormais. Enfin, en gros, c'était une sorte de registre de quand je me couchais, quand je me sentais fatiguée et quand je me levais. C'était un registre de somnolence diurne et de sommeil. Et donc j'ai dû lui donner cette petite feuille au neurologue. Et le neurologue, il m'a dit « Oulala, les nuits à 4h du matin, c'est pas très bien. Hein. » Bon, moi, j'ai essayé de me justifier. On a aussi eu les résultats, justement, de ces nuits à l'hôpital. Si je peux, je les glisserai quelque part. Mais en gros, je ne fais pas de l'apnée du sommeil, mais des hypopnées. C'est-à-dire que l'apnée du sommeil, c'est un arrêt de la respiration. Et les hypopnées, c'est des ralentissements de la respiration. Donc ça compte quand même dans la bonne catégorie, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et il m'a dit, pour une adolescente de 17 ans, tu fais 16 arrêts par heure. Bon, 16 arrêts par heure, je balance ce chiffre comme ça, on peut se dire, c'est pas beaucoup, tu vois. Sauf que une personne de mon âge qui soit fatiguée comme ça, c'est un peu au-dessus de la moyenne, tu vois.
En gros, les apnées du sommeil, bah forcément, enfin les hypopnées dans mon cas, c'est un ralentissement de la respiration. Donc chez moi, tu as l'épiglotte qui bloque la respiration ou qui la ralentit. Et quand le cerveau sent que l'oxygène n'arrive pas là où il est censé aller, donc au cœur, quand le cerveau sent que le sang n'a pas assez d'oxygène, il fait quoi? Il provoque un micro-réveil. Tout simplement. Et donc, les micro-réveils, toi tu t'en rends pas compte, parce que tu dors, et c'est vraiment minuscule. En fait, ton cerveau redonne un coup de cortisol dans ton corps pour s'assurer que ton corps est encore en vie. Et ça peut être causé par le poids. Donc, notamment les adultes qui sont gros, ou même les enfants. Et donc, les vieilles personnes ont plus tendance à faire des apnées du sommeil, ou les grosses personnes ont plus tendance à faire des apnées, soit à cause d'une détérioration de la respiration, tout simplement, soit à cause du poids qui pèse sur la gorge. Et le truc, c'est que ça s'amplifie quand on dort sur le dos. Bon, moi je ne dors pas sur le dos, tant mieux, parce que sinon je pense que mes nuits seraient 10 fois pire. Mais ça s'amplifie quand on dort sur le dos parce qu'il y a une sorte d'effondrement. En gros, l'épiglotte dont j'ai parlé avant, il est presque contre la trachée, mais alors quand t'es sur le dos, tu vois, il peut s'effondrer contre la trachée, complètement, et ne plus laisser passer l'air. Donc ça, c'est ce qui se passe en général. Moi, je dors sur le ventre, donc ça va. On m'a prescrit un rendez-vous chez l'orthodontiste. Alors pourquoi je vais chez l'orthodontiste? Ça aussi, c'est un truc qui peut paraître... genre, pourquoi aller chez l'orthodontiste alors que t'as un problème de respiration? Pour empêcher l'épiglotte de trop se rapprocher de la trachée pendant que je dors, le truc à faire, c'est qu'il faut avancer la mâchoire du bas. Donc en gros, je vais avoir un petit outil qui s'appelle une orthèse. C'est de la même famille des prothèses, mais c'est pas une prothèse. C'est un peu comme une gouttière, mais qui prend toute la bouche. Et en gros, ça va servir à bouger ma mâchoire inférieure pour que ça fasse comme ça. Alors ça sera pas autant avancé, mais c'est le maximum que je peux avancer là. Et ça va avancer ma mâchoire, et donc en espérant que mon épiglotte va aussi se détacher de ma trachée. Donc ça, c'est la solution. Et donc je vais chez l'orthodontiste pour faire des empreintes. Je fais des empreintes. Et puis mon traitement est prévu pour le 5 ou le 6 juin. Là, on était en mai. Et donc moi je suis toute contente, je me dis putain, je vais avoir mon traitement avant les épreuves de philo, je vais avoir mon traitement avant que je passe au grand oral. Et donc moi j'étais toute contente, tu vois, je me suis dit putain, c'est les premières épreuves que je vais passer mais en étant en pleine forme. Et puis, imprévu, le laboratoire, tenez-vous bien, le laboratoire refuse de fabriquer l'orthèse. What? Excusez-moi, messieurs, dames, mais moi j'ai besoin du traitement là. Alors pourquoi refuse-t-il de me fabriquer l'orthèse? Tout simplement parce que je n'ai pas 18 ans. Ah, les joies d'être née en milieu d'année. Bon, je n'ai toujours pas 18 ans au moment où je filme cette vidéo. Mes parents, ils ont fait c'est bizarre, ça me semble un peu être de l'arnaque. Même l'orthodontiste, il était en mode c'est bizarre, oh là là. Et donc, alors, à ce que j'ai entendu, il a appelé le laboratoire et il les a menacés. Il a dit si vous fabriquez pas cette orthèse, je crois qu'il y a un truc comme ça, je romps le contrat avec vous. Ok, monsieur. Et donc, le laboratoire a toujours dit non. On fabriquera pas l'orthèse avant qu'elle ait 18 ans. Soi-disant parce que jusqu'à 18 ans, la mâchoire bouge et du coup, on peut pas la fabriquer avant. En fait, c'est faux. La mâchoire, elle bouge toute ta vie. Enfin, les dents. Parce que j'avais déjà eu un traitement orthopédique quand j'avais 13 ans. J'avais eu des bacs, quoi. Là, j'ai encore la barre derrière les dents du bas. En fait, la mâchoire, elle bouge tout le temps. Donc, c'est du bullshit. Bon, malgré ça, il n'a pas rompu le contrat. Donc, je dois toujours attendre. Mon anniversaire, c'est ce mois-ci. C'est dans quelques jours. Et... alors, je dois pas seulement attendre mon anniversaire. Je dois encore attendre un mois. Parce qu'il ne lance pas la procédure de construction de l'orthèse avant mon anniversaire. Il le lance le jour même. Enfin, ça doit être ça parce que je ne suis éligible pour recevoir mon orthèse que un mois et un jour après mon anniversaire.
Je vois pas d'autre explication en fait. Alors là, je m'insurge, mais pourquoi je parle de ça? Pour apporter un petit peu de lumière à ce problème, parce que on va pas se mentir, c'est quand même un peu emmerdant. C'est-à-dire que j'ai dû passer toute ma scolarité, tout mon bac, là je viens de finir le bac, dans un état de fatigue chronique. Donc c'est un petit peu chiant. En terminale, ça je l'ai pas dit, mais je le rajoute ici, il y a eu beaucoup de matins où je me sentais tellement explosée de fatigue que je pouvais pas aller au lycée. Du coup, je restais et je dormais et j'y allais l'après-midi la plupart du temps. Parfois, c'était plusieurs fois par semaine, parfois 2 jours consécutifs. Et donc, j'ai réussi à pousser et à éviter le plus possible d'être absente, parce que toutes les absences, tu sais, quand t'as pas 18 ans, il faut que tu les fasses signer par les parents, ensuite il faut les justifier, enfin, c'est chiant. Et donc, j'ai réussi à pousser à travers ce problème en y mettant vraiment tout ce que je pouvais, toute ma volonté et tout. Donc, en gros, j'ai passé toutes mes années de scolarité jusqu'à ce point dans un état qui n'est pas optimal pour travailler. Qu'est-ce que j'en tire? Si vous êtes fatigué tout le temps, même après avoir dormi 12, 13, 15 heures, c'est pas normal. Si vous vous réveillez la nuit plusieurs fois, c'est pas normal. Les gros coups de pompe dans la journée, si vous avez assez dormi, c'est pas normal. Si vous êtes censé avoir assez dormi, parce qu'en fait la qualité du sommeil est déplorable, allez consulter. Hein. Ça pourrait bien sûr ne pas être de l'apnée du sommeil. Hein. Ça pourrait être de la narcolepsie, ça pourrait être un autre problème neurologique, ça pourrait être de la dépression, ça pourrait être des insomnies, ça pourrait être... J'ai oublié le nom. C'est un autre problème du sommeil qui fait que ton horloge interne est décalée et du coup tu t'endors plus tard et tu te réveilles plus tard. Ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être un problème alimentaire aussi. Tu manges pas assez en quantité ou pas de manière assez qualitative. Ça peut fatiguer le système aussi. Quelles conséquences ça a en fait? Bah évidemment, à très court terme, ça a une fatigue terrible. Peu importe comment, quand, combien de temps tu dors. Là, j'ai dormi 15 heures, je pourrais encore faire une sieste. Bonne sieste. Mais ça peut être aussi bien sûr des conséquences mentales. Parce que tu te dis à quoi ça sert en fait? Pourquoi je dors? Si c'est juste pour que je sois fatiguée, peu importe, tu vois. Ça a aussi des conséquences physiques, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sur un temps plus long, ça use beaucoup le système, à la fois le système nerveux, c'est-à-dire que le cerveau ne peut jamais vraiment se reposer pour mémoriser, pour faire le point, pour se préparer à une nouvelle journée. Donc ça use le système nerveux. Et ça use aussi le système respiratoire, qui est tout le temps en train de se bloquer et de se débloquer, de ralentir et de réaccélérer de nouveau. Donc ça a des conséquences un peu partout, mais c'est invisible. Avant que j'ai le diagnostic, dont ma mère était plutôt certaine que c'était des apnées du sommeil, elle avait quand même envoyé un mail à mes profs en disant ma fille a un petit problème. Voilà, elle avait quand même envoyé un truc à mes profs au cas où. Mais en fait, il n'y a pas d'ordonnance officielle qui a été donnée. J'ai pas eu accès à un PAP, à un PAI, pas eu accès à des temps supplémentaires lors des épreuves ou quoi que ce soit, quoi. J'ai dû faire avec. Et je m'en suis vraiment bien sortie parce que j'ai eu mention très bien. Mais c'est vrai que... Au prix de quoi? J'avais pas envie de privilégier ma santé par rapport à mon éducation. Parce que je sais que si je privilégiais plus ma santé par rapport à mon éducation, ça aurait énormément de conséquences sur ma santé mentale. Et la santé mentale, c'est plus dur à gérer, je trouve, que la santé physique. Et donc ça ferait un peu une sorte de triangle vicieux comme ça, ou un cercle vicieux. Et j'avais pas envie que ça arrive. Donc j'ai poussé, et maintenant je suis là. Je voulais faire cette vidéo avant d'avoir mon traitement, donc qui arrive dans un peu plus d'1 mois maintenant. Je pense que je ferai une vidéo aussi après plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines après mon traitement, ou peut-être un nuit 1 après l'orthèse, nuit 3 après l'orthèse, etc.
pour voir l'amélioration que ça peut m'apporter. Et j'espère vraiment, je mets tout mon espoir là-dedans. Parce que si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est. Si c'est pas ça et que je dois recommencer la procédure à zéro, ça va être compliqué à supporter de encore pousser plus loin sans avoir accès à un traitement qui peut vraiment me soulager. Donc merci d'avoir écouté mon petit rambling jusque-là. Prenez soin de vous les enfants. Si jamais vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, la plupart du temps c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et même si vous le sentez pas, c'est quelqu'un d'autre qui peut le sentir. Donc voilà, allez chez le psy si vous avez besoin, allez voir des professionnels de santé si vous avez besoin. C'est remboursé par la sécurité sociale de toute façon, donc voilà. Tadam!